Bonjour à tous les passionnés de mystère. Avant de plonger dans les ruelles sombres de Strasbourg, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville et à quelle heure vous nous rejoignez ce soir. L'histoire qui nous rassemble aujourd'hui n'est pas un conte, mais une reconstitution minutieuse, assemblée à partir des fragments d'une vérité oubliée. Nous nous appuierons sur des archives municipales dépoussiérées, des extraits du courrier du Bas-Rhin de l'époque, et des pages arrachées à un journal intime qui a miraculeusement survécu à plus d'un siècle de silence. Ce que vous allez entendre est le fruit d'une enquête dans le passé, une tentative de redonner une voix aux murmures qui hantent encore les pavés d'une des plus prestigieuses rues de la ville. Préparez-vous à remonter le temps, jusqu'à une époque où la mécanique de précision côtoyait les superstitions les plus profondes. Nous sommes en 1895, à Strasbourg, une ville à l'identité fracturée, où la rigueur de l'Empire allemand s'efforce de discipliner l'âme alsacienne. C'est un monde de contrastes, où la silhouette gothique et majestueuse de la cathédrale Notre-Dame domine les maisons à colombages du quartier de la Petite France. Dans ce décor prospère et ordonné, la réputation est un capital plus précieux que l'or. Au cœur de ce microcosme, sur la très respectable rue des Orfèvres, se dresse l'atelier de la famille Morel. Maîtres horlogers de père en fils, leur nom est un gage de perfection, une garantie de fiabilité. Pour la haute société strasbourgeoise, posséder une horloge Morel, c'est posséder un fragment du temps lui-même, parfaitement maîtrisé, régulier et rassurant. Ils sont les artisans de l'ordre, les gardiens d'une mécanique prévisible. Pourtant, derrière la façade impeccable de l'atelier, au-delà du son clair et régulier des carillons et des horloges comtoises destinées à la vente, se cachait une toute autre mécanique, un secret monumental, enfermé dans les profondeurs de l'espace de travail d'Étienne Morel. Il s'agissait d'une horloge de maître, une pièce immense et sombre, dont le bois semblait avoir absorbé l'obscurité de la pièce. Contrairement aux autres créations de la famille, celle-ci ne sonnait jamais les heures. Son pendule massif se balançait dans un silence presque total, son mouvement hypnotique ne servant pas à mesurer le temps qui passe, mais à guetter celui qui s'arrête. Car cette horloge, selon les rares témoignages qui nous sont parvenus, n'avait qu'une seule et terrible fonction, annoncer par un unique coup de cloche grave et dissonant qu'une âme du voisinage allait bientôt s'éteindre. La famille Morel, symbole de la rationalité et de la précision, vivait ainsi sous le joug de sa plus grande et plus terrifiante création. Le père, Étienne, maître incontesté de son art, était devenu l'esclave obsessionnel de ce mécanisme, le veillant nuit et jour comme une divinité funeste. Son épouse, Éléonore, cherchait refuge dans les prières angoissées, tandis que leur fille, Cécile, observait avec une fascination mêlée d'effroi le balai silencieux du pendule. Comment une famille dont le métier était de célébrer la continuité de la vie avait-elle pu forger l'instrument qui en annonçait la fin? Était-ce une simple coïncidence macabre, le fruit d'une folie partagée, ou l'horloge des Morel était-elle véritablement connectée aux fils invisibles du destin? En 1895, Strasbourg n'est pas une ville, mais deux âmes captives d'un même corps de pierre et de bois. Annexée à l'Empire allemand depuis près d'un quart de siècle, elle vit dans une tension palpable, un équilibre précaire entre la rigueur prussienne qui s'impose dans l'administration et le murmure obstiné de l'identité alsacienne qui survit dans les cœurs. Les rues sont un théâtre où se joue ce drame silencieux. Les ordres sont donnés en allemand, les enseignes sont germanisées, mais dans l'intimité des foyers et le secret des conversations, le dialecte et la culture française résistent farouchement. C'est une société de la méfiance, où chaque mot est pesé, chaque regard analysé. La prospérité apparente, portée par l'industrialisation et un artisanat d'excellence, ne parvient pas à dissimuler les fissures profondes qui parcourent le corps social, créant un terreau fertile pour les secrets et les non-dits. Cette dualité se lit dans l'architecture même de la cité. D'un côté, le quartier de la Petite France offre un labyrinthe de ruelles pavées et de maisons à colombages penchés,
dont les façades fleuries se reflètent paresseusement dans les eaux sombres de l'île. C'est l'Alsace éternelle, un décor de contes de fées où le temps semble s'être arrêté. De l'autre s'étend le quartier impérial, la Neustadt, avec ses avenues larges et rectilignes, bordées d'édifices monumentaux en grès rose, symbole de la puissance et de l'ordre germanique. Marcher de l'un à l'autre, c'est traverser une frontière invisible, passer d'un monde de traditions et de secrets à un univers de discipline et de rationalité. C'est dans cette ville schizophrène, entre le murmure des canaux et la rigidité des casernes, que l'histoire de la famille Morel prend racine. Au centre de ce paysage, dominant tout de sa flèche vertigineuse, se dresse la cathédrale Notre-Dame. Plus qu'un simple lieu de culte, elle est le cœur battant de Strasbourg, un témoin de pierre qui a vu défiler les siècles, les guerres et les changements de souveraineté. Son ombre étend sur la ville comme une présence tutélaire, à la fois rassurante et écrasante. Pour les Strasbourgeois de l'époque, elle est le refuge de la foi, le lieu où l'on vient chercher le salut et confesser ses angoisses les plus profondes. Mais elle est aussi le dépositaire des superstitions locales, un espace où le sacré côtoie le profane, où les prières pour les vivants se mêlent à la crainte ancestrale des mauvais présages et des forces invisibles qui régissent le destin des hommes. La vie sociale est rythmée par un code strict de convenance, particulièrement au sein de la bourgeoisie et de la corporation des artisans, dont les Morel sont d'éminents représentants. La réputation est un capital que l'on bâtit sur des générations et qui peut être détruit en un instant. Sur la place Kléber, centre névralgique du commerce, les nouvelles circulent plus vite que les marchandises. Une rumeur, née d'un mot de travers ou d'un comportement jugé étrange, enfle de bouche en oreille, se déformant jusqu'à devenir une vérité incontestable. Dans cette société de l'apparence, où chaque famille est l'objet d'une surveillance mutuelle constante, le moindre écart à la norme est perçu comme une menace. Maintenir une façade d'ordre, de piété et de réussite est une question de survie sociale, un impératif qui pousse les secrets à s'enfouir toujours plus profondément. C'est dans ce contexte que la rue des Orfèvres apparaît comme un sanctuaire de la perfection. C'est l'artère du luxe et de la précision, une vitrine étincelante du savoir-faire strasbourgeois. Les ateliers des joailliers, des orfèvres et des horlogers s'y succèdent, leurs devantures impeccables, reflétant le passage des notables venus acquérir les symboles de leur statut. L'atelier Morel, avec sa façade discrète mais respectée, est l'un des joyaux de cette rue. Il incarne l'ordre, la maîtrise du temps, la mécanique parfaite au service de la régularité. Le son clair des carillons qui s'en échappent est une musique rassurante pour le voisinage. La bande-son d'un monde prévisible et maîtrisé. Personne ne pourrait imaginer que derrière ces murs, dans l'ombre de l'atelier, une toute autre mécanique est à l'œuvre. La chronique de cette vie bien ordonnée est consignée dans les colonnes du Courrier du Bas-Rhin. Le journal local se fait, écho des événements qui rythment l'existence de la cité. Les mariages de la haute société, les réussites commerciales, les faits divers sans grande importance, et bien sûr, les avis de décès. Ces pages offrent le portrait d'une ville sereine, affairée et confiante en son avenir. Mais ce n'est qu'une vérité de surface, une narration officielle qui lisse les aspérités et ignore les courants souterrains qui agitent la communauté. Les véritables histoires, celles qui révèlent les peurs et les obsessions des habitants, ne s'impriment pas sur le papier journal. Elles se transmettent à voix basse dans les arrière-boutiques ou se terrent dans le silence des journaux intimes et des confessions troublées. Ainsi, le Strasbourg de 1895 est une scène parfaitement dressée pour un drame de l'invisible. Une ville où la rationalité affichée par les maîtres du temps, les horlogers, est constamment défiée par une peur ancestrale de la mort et de l'inconnu. Chaque façade impeccable, chaque réputation sans tache, chaque tic-tac régulier d'une horloge de salon peut dissimuler une réalité bien plus sombre et chaotique. L'ordre n'est qu'une fine pellicule, tendue sur un abîme de superstitions et de secrets inavouables.
Dans ce décor où tout est contrôle et apparence, comment une famille, symbole même de la précision, a-t-elle pu devenir la gardienne d'un instrument qui semblait dialoguer directement avec la mort? Quel pacte terrible Étienne Morel avait-il scellé au cœur de son propre atelier? Au cœur de la rue des Orfèvres, la figure d'Étienne Morel incarnait la quintessence de l'artisan strasbourgeois. À 50 ans, son nom était un gage de prestige, une signature qui transformait un simple mécanisme en un héritage familial. Les archives de la Guilde des horlogers de l'époque le décrivent comme un homme dont la précision du geste n'avait d'égal que la rigueur de sa morale. Pour la haute société qui fréquentait son atelier, il était l'architecte du temps. Un personnage sobre et respectable, dont les mains fines et puissantes semblait dialoguer avec les rouages les plus complexes. Il était perçu comme un pilier de la communauté, un homme dont la vie, à l'image des horloges qu'il vendait, était un modèle d'ordre, de régularité et de prévisibilité. Son silence était interprété comme la marque d'une concentration intense, le sceau d'un génie entièrement dévoué à son art. Pourtant, une fois le rideau de fer de la boutique baissé, une métamorphose s'opérait. Le maître respecté s'effaçait pour laisser place à une ombre taciturne, consumée par une obsession que nul ne pouvait nommer. Un ancien apprenti, dans une lettre à son frère datée de 1894, évoque la transformation de son maître. Il ne quitte plus l'atelier du fond, celui où il a assemblé cette chose monstrueuse. Il ne dort plus. Parfois, je l'entends lui murmurer des mots, non pas comme un créateur à son œuvre, mais comme un prêtre à son idole. Cette dualité devenait de plus en plus marquée. En public, Étienne Morel vendait le temps qui s'écoule. En privé, il semblait entièrement captivé par celui qui s'arrête, devenant le gardien silencieux d'un secret qui commençait à dévorer son âme de l'intérieur, le rendant étranger à sa propre famille. Éléonore Morel, son épouse, était le rempart fragile qui protégeait la façade de cette normalité fissurée. Femme d'une grande piété, elle passait une partie croissante de ses journées dans l'ombre fraîche et rassurante de la cathédrale Notre-Dame. Les registres paroissiaux de l'époque ne gardent aucune trace écrite de ses confessions, mais le curé d'alors, l'abbé Fischer, aurait confié à un proche que les prières de Madame Morel-Naine étaient plus des demandes de grâce, mais des suppliques désespérées. Elle parlait, à mots couverts, d'un pacte impie forgé dans l'atelier de son mari, d'une création maudite qui avait invité une présence sombre dans leur foyer. Sa dévotion, autrefois sereine, était devenue une lutte angoissée, une tentative de dresser un bouclier de foi contre la mécanique infernale qui s'était installée au cœur de sa propre maison. Sa vie était un exercice de équilibre périlleux. Chaque jour, elle jouait le rôle de l'épouse du notable, recevant les clientes, gérant les affaires domestiques avec une efficacité sans faille, maintenant l'illusion d'un foyer prospère et harmonieux. Mais la nuit, son angoisse devenait palpable. Elle errait dans les couloirs de la maison, l'oreille tendue vers l'atelier, redoutant non pas un son, mais la persistance d'un silence absolu. Le silence du pendule monstrueux qui se balançait sans jamais sonner l'heure. Plusieurs fois, selon des fragments de correspondance retrouvés bien plus tard, elle aurait tenté de raisonner Étienne, le suppliant de démanteler cette horreur. Elle se heurtait à chaque fois à un mur de mutisme, au regard vide d'un homme qui n'était déjà plus tout à fait de ce monde, entièrement asservi à sa création. Cécile Morel, leur fille unique de 19 ans, était la seule témoin lucide de ce drame silencieux. Dotée d'une sensibilité à fleur de peau et d'une curiosité que l'angoisse de sa mère n'avait pas réussi à éteindre, elle observait. Elle était le pont entre la façade publique et la réalité cachée, partagée entre une admiration sans borne pour le génie de son père et une peur viscérale de son obsession grandissante. Cécile était la seule à oser encore franchir le seuil de l'atelier du fond. Elle ne posait pas de questions directes, sachant qu'elle resterait sans réponse. Mais ses yeux enregistraient chaque détail. Le bois sombre de l'horloge qui semblait s'assombrir de jour en jour. Le pendule dont le balancement ne produisait aucun son audible.
et l'expression de son père, un mélange de terreur et d'extase. Son journal intime, retrouvé des décennies plus tard, offre une fenêtre inestimable sur la dégradation de l'atmosphère familiale. Dans une entrée datée de l'hiver 1895, elle écrit « Père ne parle plus de ses autres créations. Il dit que ce sont des jouets, des imitateurs grossiers du temps. Sa véritable œuvre, dit-il, ne mesure pas le temps, elle écoute. Il a passé la nuit à polir le grand balancier, et j'ai vu qu'il y avait gravé des symboles que je n'ai reconnus dans aucun de ses manuels d'horlogerie. Certains ressemblaient à des constellations, d'autres à des figures étranges, presque organiques. Il affirme qu'il ne manque plus qu'une pièce, un cœur, pour que le mécanisme soit complet. J'ai peur de ce qu'il entend par là. Ses écrits révèlent une conscience aiguë de la dérive de son père vers un mysticisme dangereux, loin de la rationalité de son métier. Le noyau familial fonctionnait désormais selon un ensemble de règles tacites et oppressantes. Les repas se déroulaient dans un silence lourd, où le moindre tintement d'un couvert sur une assiette semblait assourdissant. Le sujet de l'horloge monumentale était un tabou absolu, une présence fantôme assise à leur table. En public, ils formaient le portrait parfait de la réussite bourgeoise, échangeant des sourires et des amabilités avec leurs voisins et clients. Mais à l'intérieur, la maison de la rue des Orfèvres était devenue une prison psychologique. La famille Morel, gardienne de l'ordre et du temps, était devenue l'otage d'un objet qui semblait avoir son existence propre. Un tyran silencieux dont le balancement rythmait leurs angoisses les plus profondes et dictait la dynamique de leur existence. L'obsession d'Étienne atteignait des sommets qui frôlaient la folie. Il ne se contentait plus de veiller sur sa création. Il la vénérait. Un rapport de la gendarmerie municipale, classé sous la mention « trouble de voisinage », fait état d'un appel d'un voisin se plaignant de chants funèbres provenant de l'atelier en pleine nuit. L'agent dépêché sur place ne trouva que Étienne Morel, debout et immobile devant l'imposante horloge, dans un silence de mort. Le rapport conclut à une erreur ou une hallucination auditive du plaignant. Pourtant, pour ceux qui vivaient avec lui, il était clair que Étienne N était plus le créateur de l'objet, mais son premier disciple, son grand prêtre, attendant un signe, une manifestation de la puissance obscure qu'il était convaincu d'avoir enfermée dans ce sarcophage de bois et de laiton. Ainsi, le décor était planté. Au sein de la famille la plus respectée de la corporation, un drame intime se jouait, invisible aux yeux du monde. Un homme de science et de raison avait sombré dans une quête mystique et terrifiante. Une femme cherchait son salut dans la prière, tandis que sa fille consignait la chronique d'une lente descente aux enfers. Au centre de tout, une horloge silencieuse semblait accumuler une tension insoutenable, prête à éclater. Combien de temps encore le vernis de la respectabilité pourrait-il contenir la folie qui rongeait la maison Morel ? Et quel événement serait nécessaire pour que le pendule silencieux se décide enfin à faire entendre sa voix funeste au reste de la ville? Tout commença par une rupture dans le silence ordonné de la nuit strasbourgeoise. Vers 3 heures du matin, un son unique, grave et profondément dissonant, s'échappa des murs de l'atelier Morel pour se propager le long de la rue des Orfèvres. Ce N n'était pas le carillon clair et mélodieux d'une horloge comtoise, ni le timbre rassurant d'une pendule de salon. C était un coup de cloche solitaire, semblable à un soupir de bronze, une note lourde qui semblait absorber toute la quiétude de l'air. Les quelques veilleurs et insomniaques qui l'entendirent le décrivirent plus tard dans leur correspondance comme un bruit étranger au temps, une vibration qui ne mesurait rien mais semblait annoncer la fin de toute mesure. L'écho S éteignit rapidement, laissant derrière lui une interrogation suspendue dans l'obscurité, un pressentiment indéfinissable qui troubla le sommeil des habitants du quartier. Au lever du jour, la vie reprit son cours avec une normalité presque forcée. Les commerçants levèrent leurs rideaux de fer, les premières charrettes firent grincer les pavés et l'odeur du pain chaud de la boulangerie de la rue voisine se répandit comme chaque matin. Pourtant, une nouvelle funeste circula rapidement de porte en porte. Monsieur Schmitt, le boulanger,
avait été retrouvé sans vie dans son lit, terrassé par ce que le médecin de famille diagnostiqua comme une défaillance soudaine du cœur. La tragédie attrista le voisinage, mais personne n'osa encore tisser un lien avec le son étrange de la nuit. Un registre de la police municipale, daté de ce jour, consigne simplement le décès et mentionne en marge une note laconique d'un agent de ronde. Nuit calme, à l'exception d'un bruit sourd et non identifié aux alentours de la cathédrale. Les semaines s'écoulèrent, et l'incident fut peu à peu relégué au rang des curiosités nocturnes, un de ces mystères sans importance que la routine de la ville finit par effacer. L'automne s'installa, drapant Strasbourg de ses brumes matinales et de ses couleurs ocre. L'atelier Morel continuait de fonctionner comme un mécanisme parfaitement huilé, sa façade respectable ne laissant rien transparaître de la tension qui rongeait ses occupants. Étienne Morel était aperçu plus rarement, tandis que son épouse Éléonore intensifiait ses visites à la cathédrale, son visage se creusant un peu plus chaque jour. Pour le reste de la ville, la famille Morel demeurait le symbole de la précision et de la fiabilité, un pilier de l'artisanat local, dont la réputation semblait aussi immuable que le grès rose des monuments impériaux. Puis, une nuit de novembre, le son retentit de nouveau. Identique, aussi isolé et lugubre que la première fois. Il fendit le silence glacial avec une autorité funeste. Cette fois, l'effet sur le voisinage fut radicalement différent. La coïncidence N était plus possible. La peur, jusque-là latente, se cristallisa en une certitude angoissante. Des fenêtres s'ouvrirent discrètement, des regards inquiets scrutèrent l'obscurité en direction de la boutique de l'horloger. Le son ne se répéta pas, mais son absence laissa une impression encore plus pesante que sa présence. Ce N était plus un événement fortuit. C était un signal, une récurrence macabre, dont l'origine ne faisait désormais plus aucun doute. Le son provenait bien de l'atelier des Morel, et chacun sentait confusément qu'il était le prélude à un nouveau malheur. La confirmation ne tarda pas. Le lendemain matin, on apprit la mort d'un conseiller municipal influent, un homme réputé pour sa santé de fer, retrouvé sans vie à son bureau. La rumeur, qui n'était qu'un murmure quelques semaines plus tôt, enfla pour devenir une vague déferlante. Dans les allées du marché de la place Kléber et les arrière-salles des tavernes, un nom fut donné à ce phénomène terrifiant, le glas des Morel. On racontait que l'horloger, dans sa quête obsessionnelle de la perfection, avait forgé un mécanisme qui ne se contentait plus de mesurer le temps des vivants, mais qui sonnait désormais celui des morts. La rationalité germanique qui régissait la vie publique de la cité se fissurait, laissant place à une peur ancestrale, une superstition qui se propageait avec la rapidité d'une épidémie. La suspicion transforma la géographie sociale du quartier. La rue des Orfèvres, autrefois symbole de prestige, devint un lieu que l'on évitait. Les témoignages de l'époque, recueillis dans des lettres privées, décrivent comment les passants accéléraient le pas devant l'atelier, ou préféraient faire un long détour plutôt que de longer sa façade. Les enfants recevaient l'ordre de ne plus y jouer. Le respect que l'on portait à Étienne Morel se mua en une méfiance craintive. Son silence, autrefois interprété comme la marque du génie, était désormais perçu comme le sceau d'un secret inavouable. L'atelier, jadis un lieu de fascination, était devenu une enclave de terreur, au cœur de la ville, un point noir sur la carte mentale des habitants. L'affaire prit une dimension publique lorsqu'une brève note parut dans la chronique locale du Courrier du Bas-Rhin. Le journaliste, avec la prudence requise par l'époque, n'accusait personne directement. Il écrivait « Une série de coïncidences funestes semble semer le trouble dans le carré d'or, ravivant de vieilles superstitions que l'on croyait endormies. Tandis que la science peine à expliquer certains décès soudains, la voix du peuple, prompte à chercher des causes surnaturelles, désigne à mots couverts un artisan dont le métier est, ironiquement, de maîtriser le temps. Faut-il y voir une simple psychose collective ou l'écho d'une réalité plus troublante ?
Cette mention, bien que voilée, légitimait la rumeur et la faisait sortir du cercle des conversations privées pour l'inscrire dans la conscience collective de la cité. Face à cet ostracisme grandissant, la famille Morel se replia encore davantage sur elle-même. Les archives paroissiales indiquent une augmentation significative des dons faits par Éléonore à la cathédrale, comme si elle tentait d'acheter par la charité une protection divine contre la malédiction qui émanait de sa propre maison. Cécile, dans son journal, décrit l'isolement de la famille avec une lucidité douloureuse. « Les regards nous fuient dans la rue, mère ne cesse de prier. Et père ne quitte plus l'atelier du fond. Il dit que les gens ont peur de la vérité, qu'ils préfèrent leurs petites horloges menteuses, qui ne font que décorer le temps. La sienne, dit-il, lui parle. Je l'ai entendu cette nuit, après le son. Il ne semblait pas effrayé, mais satisfait. Bien sûr, des voix rationalistes tentèrent de contrer la panique naissante. Le docteur allemand, médecin de la plupart des notables, publia une lettre ouverte dans le même courrier du Bas-Rhin, fustigeant l'obscurantisme et la crédulité populaire. Il y expliquait méthodiquement que les 2 décès, bien que regrettables, avaient des causes médicales parfaitement identifiables et que toute autre interprétation relevait de la pure fantaisie. Il mettait en garde contre les dangers de la calomnie, qui pouvait détruire la réputation d'un honnête homme sur la base de simples on-dit. Mais ces arguments, si logiques fussent-ils, ne pesaient que bien peu face à la puissance d'une peur qui parlait directement à l'inconscient collectif, une peur nourrie par le comportement de plus en plus étrange de Étienne Morel lui-même. La façade de la normalité était désormais irrémédiablement brisée. La famille Morel, autrefois admirée, était maintenant prisonnière de sa propre création, assiégée par la peur de ses voisins. L'horloge monumentale, cachée au fond de l'atelier, elle n'était plus un simple secret de famille, mais une entité dont l'influence malveillante semblait s'étendre sur toute la ville. Les 2 coups de cloche avaient suffi à transformer un maître artisan en un sorcier potentiel et sa plus grande œuvre en un instrument de mort. La question N était plus de savoir si le son se ferait entendre à nouveau, mais quand, et surtout, qui serait la prochaine victime désignée par le pendule silencieux de Strasbourg. Ainsi, l'admiration se mua en soupçon et le respect en terreur. La mécanique parfaite des Morel avait révélé une facette imprévue, une fonction que nul n'aurait pu imaginer. Chaque tic-tac des horloges vendues dans la boutique semblait désormais dérisoire face au silence pesant de celles qui se terraient dans l'ombre. Le mystère ne faisait que commencer, s'épaississant comme le brouillard d'hiver sur les canaux de la petite France. Était-ce le produit d'une folie partagée, une série de coïncidences macabres amplifiées par la superstition, ou la preuve terrifiante que l'ardé Étienne Morel avait franchi une frontière interdite, celle qui sépare la mesure du temps de son contrôle? Face à la panique grandissante, les autorités ne pouvaient plus rester inactives. Les archives de la gendarmerie impériale de Strasbourg conservent la trace d'une enquête de voisinage diligentée sur la rue des Orfèvres à la fin de l'année 1895. Le rapport, rédigé par un certain maréchal des logis Hauptmann, se veut rassurant et conclut à une psychose collective nourrie par des superstitions locales. Pourtant, entre les lignes de ce document officiel, on décèle une certaine perplexité. Hauptmann note le silence pesant qui entoure l'atelier Morel, un silence qu'il qualifie de non naturel, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Il interroge Étienne Morel, mais n'obtient que des réponses évasives et un regard fuyant. L'enquête officielle piétine, incapable de sonder une vérité qui n'obéit pas aux lois de la logique policière. Parallèlement, une investigation plus intime et plus révélatrice se déroulait dans l'ombre de la cathédrale. L'abbé Fischer, confesseur d'Éléonore Morel, aurait consigné dans un carnet personnel, aujourd'hui conservé aux archives diocésaines, les tourments de sa paroissienne. Éléonore ne parlait pas d'une horloge, mais d'un autel impie, d'une création qui exige un tribut. Elle décrivait son mari non pas comme un artisan, mais comme le grand prêtre d'une mécanique dévorante.
Selon les notes de l'abbé, elle était persuadée qu'Étienne avait scellé un pacte, non pas avec le diable, mais avec une entité plus ancienne et plus froide, le temps lui-même, ou plutôt son interruption. Ces confessions dessinent le portrait d'un homme ayant basculé de la maîtrise de son art à la servitude d'une idole de bois et de laiton. Le docteur allemand, l'homme de science qui avait publiquement balayé les rumeurs, menait sa propre réflexion. Si ces lettres ouvertes se voulaient un parangon de rationalisme, ces notes privées, retrouvées par ses descendants, révèlent un trouble profond. Il avait personnellement autopsié les 2 premières victimes et, bien qu'ayant conclu à des causes naturelles, il était frappé par une similitude dérangeante, l'absence totale de signes avant-coureurs. Les 2 hommes, le boulanger et le conseiller, étaient dans une forme resplendissante jusqu'à leur dernière heure. Le docteur note, c'est comme si la vie ne s'était pas éteinte, mais avait été fauchée nette, le mécanisme vital interrompu avec la précision d'un chronomètre. Cette observation, purement médicale, faisait écho de manière glaçante à la nature même du métier d'Étienne Morel. Un témoignage crucial provient d'un horloger concurrent, un certain Gustave Becker, dont l'atelier se situait sur le quai des Bateliers. Dans une lettre à son frère, il évoque une conversation qu'il aurait eue avec Étienne Morel plusieurs mois avant les événements. Morel, d'ordinaire si secret, lui aurait parlé avec une ferveur exaltée de son projet ultime, créer une horloge qui ne se contenterait pas de singer le temps, mais qui entrerait en résonance avec le grand balancier cosmique. Il aurait mentionné son ambition de concevoir un mécanisme capable de capter l'écho de la dernière seconde. Becker avait pris ses propos pour le délire d'un génie flirtant avec la folie. Mais aujourd'hui, ces mots résonnaient en lui avec une signification bien plus sinistre et concrète. C'est dans le journal intime de Cécile Morel que les pièces du puzzle commencent véritablement à s'assembler. La jeune femme, témoin privilégié et terrifié, y décrit l'œuvre de son père avec une précision qui donne le vertige. Elle note que certaines pièces de l'horloge ne sont ni en bois ni en métal. Il y a des filaments sombres, intégrés au pendule, qui ressemblent à des cheveux tressés, et une petite lentille de verre au cœur du cadran qui semble humide. Père dit que pour écouter le silence, il faut des composants qui ont connu la vie. Ces descriptions transforment l'objet d'une simple merveille mécanique en une créature hybride, une abomination à la frontière de l'artisanal et de l'organique, renforçant l'idée d'une machine qui ne fonctionne pas avec des rouages, mais avec autre chose. Les carnets d'atelier d'Étienne, découverts bien plus tard, confirment cette dérive vers l'occulte. Sur des pages entières, des schémas d'une complexité inouïe représentant des échappements et des balanciers révolutionnaires côtoient des symboles alchimiques, des cartes du ciel obsolètes et des incantations en latin de cuisine. Il y a des calculs qui ne semblent relever d'aucune loi physique connue, des équations qui mêlent la durée d'oscillation d'un pendule à ce qu'ils nomment le poids d'une âme. Ces documents ne sont pas le journal de bord d'un inventeur, mais le grimoire d'un homme qui a cherché à percer un secret interdit, persuadé que l'horlogerie N était qu'un voile cachant une science bien plus ancienne et plus puissante, celle du contrôle sur la finitude elle-même. L'enquête informelle, menée par une poignée d'individus troublés, allait bientôt produire sa première révélation fracassante. Un jeune journaliste du Courrier du Bas-Rhin, frustré par la version officielle, décida de refaire le parcours des victimes dans les jours précédant leur mort. Il interrogea les familles, les voisins, les commerçants. Un détail, d'abord anodin, finit par s'imposer à lui avec la force d'une évidence monstrueuse. Le boulanger Schmitt avait rendu visite à l'atelier Morel 2 jours avant sa mort pour faire réparer la montre à gousset de son père. Le conseiller municipal, quant à lui, s'y était arrêté la veille de son décès pour discuter de la commande d'une nouvelle horloge pour l'hôtel de ville. Le hasard N était plus une explication plausible. Le lien était établi, et il était terrifiant. Les victimes N n'étaient pas choisies au hasard par une force invisible flottant sur le quartier. Elles avaient toutes, sans exception, eu un contact direct et récent avec Étienne Morel.
L'horloge ne sonnait pas pour n'importe qui. Elle semblait désigner des cibles précises, des personnes qui avaient franchi le seuil de l'atelier, qui avaient respiré le même air que le maître horloger et sa création funeste. Cette découverte changeait radicalement la nature de la menace. Il ne s'agissait plus d'un simple présage de mort, mais d'une sentence, d'une condamnation dont l'horloger semblait être, au minimum, le catalyseur. Le mystère se resserrait, devenant plus personnel, plus intentionnel, et donc infiniment plus effrayant. Cette prise de conscience est corroborée par une entrée glaçante dans le journal de Cécile, datée de la nuit suivant la mort du conseiller. Elle y retranscrit une bribe de monologue de son père, qu'elle a surprise depuis le couloir. « Ils ne comprennent pas », marmonnait Étienne devant son œuvre. « Elle ne prédit rien, elle est l'instrument, elle ne fait qu'accompagner. Elle accorde le mécanisme de l'homme sur le silence final. » Pour Cécile, la révélation est un choc absolu. Son père ne se croit pas le témoin d'un phénomène surnaturel. Il est persuadé d'en être l'artisan. Il ne pense pas que son horloge prédit la mort. Il est convaincu qu'elle la provoque, ou du moins qu'elle en est le déclencheur mécanique et inéluctable. Mais le véritable abîme de l'horreur se révèle dans un dernier document. En feuilletant les carnets de son père à la recherche d'une explication, Cécile tombe sur un schéma qu'elle n'avait jamais vu. Il représente le grand balancier de l'horloge, mais avec une coupe transversale révélant un mécanisme interne d'une complexité démente. Le pendule n'est pas une simple masse de laiton. Il est creux et relié par une série de rouages minuscules à un compartiment secret, dissimulé à sa base. À côté du dessin technique, une esquisse plus libre, presque frénétique, en précise le contenu et la fonction. Ce compartiment n'est pas destiné à recevoir un poids ou un contrepoids. La forme dessinée à l'intérieur, celle de la pièce maîtresse manquante, est sans équivoque possible celle d'un cœur humain. La nature du projet D, Étienne Morel, apparaît alors dans toute sa monstrueuse ambition. L'horloge n'est pas seulement une machine à tuer, c'est un réceptacle, un mécanisme conçu pour être alimenté par quelque chose de vivant. Chaque coup de cloche était peut-être qu'un test, un réglage, en vue de l'activation finale de ce cœur mécanique et organique. La folie de l'artisan dépassait tout ce que l'on avait pu imaginer, mêlant la précision de l'horlogerie à la plus sombre des nécromancies. Quel était le but ultime de cette machine infernale? Et surtout, quel cœur Étienne Morel avait-il l'intention de placer dans les entrailles de sa création pour lui donner définitivement vie? La question restait suspendue, aussi lourde et menaçante que le silence du grand pendule. L'hiver de 1895 s'abattit sur Strasbourg avec une rigueur implacable, apportant avec lui le drame qui allait faire basculer le mystère dans l'horreur. Une nuit de décembre, le son retentit une troisième fois. Mais il était différent, plus fort, plus long. Il ne fut pas un simple coup de cloche, mais une plainte métallique qui sembla s'accrocher au mur des maisons, une vibration qui secoua les vitres et les âmes. Le lendemain, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre glacée. Le petit Émile, le fils du libraire de la rue voisine, âgé de 8 ans, avait été retrouvé sans vie dans son lit. Cette fois, la mort n'avait pas frappé un adulte dont la santé pouvait être sujette à caution, mais un enfant plein de vie. La peur qui rongeait le quartier se mua instantanément en une rage sourde et collective, une fureur qui cherchait désespérément un coupable à sa douleur insupportable. La tristesse laissa place à l'accusation. La rumeur, qui n'était qu'un murmure angoissé, devint un cri de vengeance. Guidée par le chagrin des parents éplorés, une foule se forma sur la place, ses rangs grossissant à chaque porte qui s'ouvrait. Les visages étaient fermés, les poings serrés. Ce haine était plus une simple manifestation de crainte, mais une procession punitive qui s'ébranla lentement vers la rue des Orfèvres. Les outils des artisans, les pierres des pavés, tout devenait une arme potentielle dans les mains d'hommes et de femmes convaincus d'agir au nom de la justice. Leur cible était claire, unique, obsédante, l'atelier des Morel, perçu non plus comme la source d'un mauvais présage, mais comme l'antre d'un monstre qui dévorait leurs enfants. La raison avait déserté la ville.
laissant le champ libre à une hystérie vengeresse. Alerté par le tumulte, la gendarmerie impériale intervint. Le maréchal des logis Hauptmann et une poignée d'hommes formèrent une barrière fragile entre la foule hurlante et la façade silencieuse de l'atelier. Hauptmann, l'homme du rapport rationnel, comprenait que la situation lui échappait. Il ne s'agissait plus de calmer des esprits superstitieux, mais d'empêcher un lynchage. Face à la pression populaire et pour éviter une émeute, il prit la seule décision possible. Il ordonna la perquisition de l'atelier, promettant à la foule que la lumière serait faite. C était un pari risqué, une tentative de substituer la procédure légale à la violence aveugle. Sous les regards haineux de la foule, il frappa à la porte. N'obtenant aucune réponse, il la fit défoncer, le bruit du bois brisé sonnant comme le premier acte d'une tragédie inéluctable. L'intérieur de la boutique offrait un contraste saisissant. Dans la partie avant, tout était ordre et précision. Les horloges de salon brillaient sous une fine couche de poussière, leur tic-tac régulier semblant ignorer le chaos extérieur. Mais l'atmosphère changeait radicalement en pénétrant dans l'atelier du fond. L'air y était plus froid, plus lourd, chargé d'une odeur de cire froide et de métal. Et là, au centre de la pièce, se dressait l'objet de toutes les craintes, l'horloge monumentale. Elle était encore plus imposante et menaçante que dans les descriptions des rumeurs. Son bois sombre, presque noir, semblait absorber la lumière. Son silence était absolu, un vide sonore qui rendait le tumulte de la rue étrangement lointain. Face à elle, les gendarmes, pourtant habitués à la misère humaine, ressentirent un malaise palpable, comme s'ils se trouvaient devant un tombeau dressé à la verticale. Hauptmann commença une inspection méthodique, tandis que ses hommes fouillaient le reste de la pièce. Il passa ses mains sur le bois sculpté, cherchant un indice, une explication. L'horloge était une merveille de complexité, mais rien ne semblait anormal, si ce n'est sa taille et son silence. Alors qu'il examinait le pendule massif, un disque de laiton aussi large qu'un bouclier, son pouce glissa sur une arabesque en relief. Il sentit un léger jeu, un mouvement presque imperceptible. Poussé par une intuition, il appuya plus fort. Un déclic sec, clair et métallique, brisa le silence oppressant de la pièce. Le son, si anodin dans un atelier d'horloger, parut ici d'une importance capitale. Lentement, sans un grincement, un petit tiroir secret s'ouvrit à la base même du pendule, révélant une cavité sombre et tapissée de velours rouge. Le contenu de ce compartiment secret figea le sang des hommes présents. Ce n'étaient pas des rouages, des outils ou des pièces de rechange. Était une collection macabre de petits objets personnels, des reliques intimes qui semblaient vibrer d'une vie passée. Au centre reposait une mèche de cheveux blonds, nouée par un ruban bleu, identifiable par tous comme appartenant au petit Émile. À côté, un simple dé à coudre en argent, usé par le travail, que l'on reconnut comme celui que le boulanger Schmitt utilisait pour repriser ses sacs de farine. Et enfin, un bouton de manchette en or, gravé des initiales du conseiller municipal. Chaque objet correspondait à une victime. Elle, évidence, était là, monstrueuse, implacable, défiant toute explication rationnelle et plongeant l'enquête dans une dimension de cauchemar. La nature du mystère venait de se transformer radicalement. La perception des faits se recodifiait en un instant. L'horloge N n'était pas un simple instrument passif qui captait les échos du destin. C était un catalyseur, un réceptacle qui nécessitait un lien physique, un fragment de l'âme de ses victimes pour fonctionner. Chaque son de cloche N n'était pas une prédiction, mais la conclusion d'un rituel obscur. Le mécanisme N n'était pas seulement mécanique, il était symbiotique, se nourrissant d'objets chargés de l'essence de ce qu'il désignait. La folie d'Étienne Morel prenait alors une nouvelle dimension, celle d'un sorcier moderne, d'un nécromancien qui avait mêlé la science de l'horlogerie à la plus sombre des magies. Le maître du temps était en réalité un collectionneur de vie. Dès lors, toutes ses actions passées prenaient un sens nouveau et terrifiant. Ces longues nuits de veille n'étaient plus celles d'un créateur obsessionnel, mais celles d'un prêtre accomplissant sa liturgie.
Son silence n'était pas le signe de la concentration, mais le sceau du secret d'un prédateur. Les visites de ses futures victimes à l'atelier, que l'on croyait être le fruit du hasard, apparaissaient maintenant comme des étapes cruciales de son processus, des occasions de se procurer le tribut nécessaire au fonctionnement de sa machine infernale. La question N était plus de savoir si Étienne Morel était fou. La question était de comprendre la finalité de son œuvre. Pourquoi collectait-il ces vies? Quel était le but ultime de ce mécanisme qui se nourrissait de la mort pour marquer le temps? La découverte macabre dans le pendule de l'horloge figea l'affaire dans l'esprit public. Étienne Morel fut immédiatement arrêté, emmuré dans un silence aussi opaque et impénétrable que le bois de sa création. Pour Strasbourg, le soulagement fut immense. Une expiration collective après des semaines d'angoisse retenue. La ville avait trouvé son monstre, la source tangible de sa peur irrationnelle. Les objets personnels des victimes, exposés comme des trophées morbides, constituaient une preuve irréfutable, un récit simple et terrifiant que chacun pouvait comprendre. Le génie avait sombré dans une folie meurtrière, son art perverti en un rituel macabre. L'affaire Morel semblait close, l'horloger diabolique démasqué, et la mécanique de la justice, bien que tardive, paraissait avoir restauré l'ordre. La complexité du mal était réduite à la démence d'un seul homme, permettant à la ville de panser ses plaies en condamnant son bouc émissaire. Les suites judiciaires furent d'une rapidité exemplaire, presque suspecte. Déclaré inapte à subir un procès pour cause de démence, Étienne Morel fut interné à l'asile de Stephansfeld, où il s'éteignit des années plus tard sans jamais avoir prononcé un mot. Éléonore, brisée, connut un sort similaire. Pour apaiser la fureur populaire, l'horloge maudite fut officiellement saisie et démantelée lors d'une cérémonie quasi publique, ces pièces prétendument fondues pour que jamais plus elles ne puissent sonner. Les notables de la ville, du préfet au maire, se félicitèrent publiquement d'avoir su gérer la crise avec fermeté et discernement, protégeant la cité d'une anomalie isolée. Le courrier du Bas-Rhin publia des éditoriaux enflammés sur le triomphe de la rationalité sur l'obscurantisme, scellant ainsi la version officielle de l'histoire pour les décennies à venir, une version simple, nette et surtout rassurante pour l'ordre établi. Les années passèrent, transformant le drame en une légende locale, un conte effrayant que l'on chuchotait aux enfants pour leur interdire de veiller tard. L'horreur était polie pour devenir folklore. Cependant, au début des années 1920, un jeune archiviste méticuleux, chargé de reclasser les dossiers judiciaires de l'époque impériale, fit une découverte troublante. Loin du dossier principal de l'affaire Morel, classé avec tous les honneurs macabres, il trouva une chemise séparée, jaunie et fine, portant une mention laconique « Incident Schmitt, affaire classée ». Ce dossier concernait exclusivement la mort du boulanger, la toute première victime. Son existence même était une anomalie. Pourquoi cette première mort, officiellement liée aux autres, avait-elle fait l'objet d'un rapport distinct, clos et scellé, avant même que la panique collective ne s'empare de la ville? Le contenu de ce dossier oublié était une bombe à retardement. Il révélait une vérité qui contredisait entièrement la narration officielle. Le rapport initial, rédigé non pas par le maréchal Hauptmann, mais par un officier de la police judiciaire locale, ne mentionnait nulle part une défaillance cardiaque. Au contraire, il décrivait des signes de lutte et les conclusions d'un médecin légiste, évoquant un possible empoisonnement par un alcaloïde rare. Plus accablant encore, une déposition sous serment, signée par un voisin du boulanger, affirmait avoir vu, tard dans la nuit du drame, non pas Étienne Morel, mais une figure éminente de la société strasbourgeoise, un conseiller connu pour ses dettes de jeu colossales envers le défunt, quitter précipitamment la boulangerie. Ce rapport, et le témoignage qu'il contenait, avaient été délibérément enterrés sous la mention « cause naturelle ». L'implication de cette découverte était vertigineuse. Les autorités de l'époque, pour protéger l'un des leurs et étouffer un scandale qui aurait éclaboussé l'élite de la ville, avaient sciemment couvert un meurtre.
Lorsque les morts suivantes survinrent, l'hystérie populaire, désignant l'excentrique Étienne Morel, fut une aubaine inespérée. L'horloger et sa création monstrueuse devinrent le bouc émissaire parfait, une explication surnaturelle et commode sur laquelle on pouvait non seulement rejeter la responsabilité des nouveaux drames, mais aussi, et surtout, clore définitivement le dossier embarrassant du boulanger Schmitt. Le glas des Morel n'était pas seulement une superstition, c'était un récit savamment entretenu, une diversion qui servait les intérêts des puissants. La ville n'avait pas été seulement la victime de la folie d'un homme, elle avait été l'instrument et la complice silencieuse d'une conspiration bien plus sordide. Cette seconde strate de vérité ne faisait qu'épaissir le mystère. Elle ne disculpait pas entièrement Étienne Morel, dont la folie et les rituels macabres restaient documentés, mais elle brisait la certitude de sa culpabilité pour le premier crime. Était-il un assassin ou un dément qui, se croyant responsable d'une mort qu'il n'avait pas causée, aurait basculé dans une folie mimétique reproduisant le schéma pour les victimes suivantes? Le mal-haine était plus confiné à l'atelier d'un artisan fou. Il était diffus, insidieux, niché au cœur même de l'ordre social qui prétendait le combattre. Le véritable monstre haine était peut-être pas celui qui construisait des horloges de mort, mais la société respectable qui choisissait ses coupables en fonction de ses propres intérêts. La façade de la justice était effondrée. Combien d'autres vérités dérangeantes dormaient encore dans les archives de Strasbourg? Aujourd'hui, la rue des Orfèvres a retrouvé son éclat, peut-être même avec une arrogance nouvelle. Les vitrines des joailliers et des maisons de haute couture rivalisent de lumière, projetant sur les pavés un éclat froid qui semble vouloir effacer les ombres d'autrefois. À l'adresse exacte où se dressait l'atelier des Morel, une boutique au design épuré expose des créations de luxe, ses murs immaculés et son silence feutré formant le contrepoint absolu à l'obscurité et au chaos qui y régnèrent. La mémoire du lieu a été scellée sous des couches de vernis et de modernité, une tentative délibérée de faire taire le passé. Pourtant, l'air y conserve une densité particulière, comme si le poids de l'histoire refusait de se dissiper complètement, s'accrochant aux pierres anciennes malgré le brillant de la façade. Mais la mémoire d'une ville ne se décrète pas. Elle survit dans les récits transmis à voix basse, dans les frissons inexplicables. Certains anciens du quartier, ceux dont les grands-parents ont connu la terreur du glas des Morel, jurent que le silence n'est jamais total. Ils racontent que par les nuits de grands brouillards, lorsque l'humidité de l'île remonte les ruelles et étouffe les bruits du monde moderne, un son peut parfois être perçu. Ce n'est pas le carillon d'une église, ni le tic-tac rassurant d'une horloge. C'est une unique note, faible et dissonante, un soupir de bronze qui semble venir de nulle part et de partout à la fois, l'écho d'un mécanisme qui défie le temps et l'oubli. Un son qui rappelle que certaines histoires ne meurent jamais vraiment. L'histoire officielle affirme que l'horloge monumentale fut démantelée, ses rouages maudits fondus pour effacer jusqu'à son existence physique. Aucune archive, cependant, ne conserve la preuve de cette destruction. L'objet s'est simplement volatilisé, laissant derrière lui le sillage de sa légende. Était-ce seulement l'instrument d'un fou ou l'aboutissement d'un art poussé au-delà des limites de la morale? La création d'Étienne Morel était un paradoxe, une merveille de précision mécanique au service d'une ambition métaphysique terrifiante, une œuvre d'une complexité inouïe dont la finalité était le silence éternel. La beauté de sa forme et le génie de sa conception ne rendent son but que plus monstrueux, nous forçant à nous interroger sur la frontière fragile qui sépare le chef d'œuvre de l'abomination. Aujourd'hui, alors que la vie écoule, rythmée par les montres connectées et les horloges numériques, le pendule silencieux de Strasbourg continue d'osciller dans le royaume de l'incertitude. Il nous rappelle que notre maîtrise du temps n'est qu'une illusion, une fine pellicule de certitude tendue sur un abîme de mystère. La question demeure, suspendue comme une note qui ne s'éteint jamais. Le mécanisme des Morel, en absorbant sa dernière victime, a-t-il achevé son cycle et sombré dans le néant?
Ou bien, quelque part dans l'ombre, son grand balancier s'est-il simplement arrêté, attendant patiemment l'heure propice pour reprendre sa terrible et silencieuse besogne? Le mécanisme des Morel était-il une œuvre de folie ou la porte vers quelque chose d'autre? Quelle est votre théorie? Laissez-la dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire.